êtes sur TV5 Monde, bienvenue dans Kiosque, votre rendez-vous de la presse internationale et francophone. Au sommaire, cette semaine, le scandale des tests anti-pollution truqués fait tousser Volkswagen. Comment le constructeur, devenu cette année numéro 1 mondial, pourra-t-il se relever d'une fraude à large échelle? Et si ces tests étaient de toute façon systématiquement contournés et donc inutiles, ce scandale jette la suspicion sur tous les constructeurs. Tous tricheurs, c'est la question que nous posons dans Kiosque. La transition est de retour au Burkina Faso. Le putsch est terminé, on n'en parle plus, a déclaré le putschiste en chef Gilbert Diendéré. Eh bien non. Première décision des autorités réinstallées, la dissolution du régiment de sécurité présidentiel. Les Burkinabés ont mis en échec le coup d'État. Qu'est-ce qui a changé en une semaine au Burkina Faso ? Le pape achève sa tournée américaine à Cuba et aux États-Unis, de vieux ennemis auxquels il a prêté ses bons offices, une visite pastorale et religieuse, mais donc aussi politique, voire même géopolitique. Quelle place aujourd'hui pour la diplomatie du Vatican? Quel est le style de François? Quelle perception en ont les dirigeants du monde? Et pour décrypter tout cela avec nous, Marie-Roger Biloa, éditorialiste et directrice du groupe Africa International, journaliste camerounaise au long cours. Vous êtes également germaniste et on notera dans votre parcours un passage par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix, quotidien français chrétien. C'est là que vous avez fait votre carrière depuis le début des années 90, successivement en charge du Proche-Orient, de l'Union européenne, puis chef du service international. Richard Verly, correspondant à Paris pour le quotidien suisse Le Temps, Paris, après Bruxelles et puis après l'Asie du Sud-Est également. Merci à vous d'être avec nous. Et enfin, Joseph Massé-Scaron, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire français Marianne, chroniqueur et polémiste. Vous collaborez à de nombreuses émissions télé et radio. Donc Kiosque, on en est ravis. Merci à vous quatre d'être ici dans Kiosque en ce dimanche. Et on commence avec le scandale de la semaine qui touche la voiture du peuple, autrement dit littéralement Volkswagen. Le constructeur allemand est au cœur d'un scandale inédit dans le monde de l'industrie automobile. Une grosse arnaque à la pollution qui anéantit l'image de confiance de cette marque née, rappelez-vous, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Au fond, comme on dit, nous avons totalement foiré. Je suis infiniment désolé que nous ayons trahi cette confiance. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Le comportement illégal des développeurs et des techniciens du développement des moteurs a choqué Volkswagen autant que le public. On nous informe, vraiment sur rien. Je m'excuse auprès de nos clients, des autorités et auprès de l'ensemble du public pour ce mauvais comportement. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. Vainqueur? Ce bolide? Quand la Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous cache tout, on nous dit rien. Bon, il faudra parier qu'on n'a pas contribué à l'image de marque de Volkswagen. On va en parler parce que je pense que ça va vraiment leur poser problème. C'est une sortie de route pour Volkswagen, c'est une évidence. Le constructeur reconnaît avoir menti depuis 2009. Le groupe a équipé 11 millions de ses véhicules diesel de logiciels destinés à tromper les tests anti-pollution. Les premières conséquences sont arrivées très vite. 25 milliards d'euros de capital envolé à la bourse entre lundi et mardi. Et la démission du patron Martin Winterkorn. Il est remplacé par Matthias Müller, jusque-là à la tête de Porsche. Alors vous le voyez, vous allez voir cette une, le suicide de Volkswagen, titre l'hebdomadaire allemand Der Spiegel. Est-ce que c'est un suicide de mentir à une échelle pareille ? On voit bien que la transparence aujourd'hui, c'est une notion fondamentale et que dès lors qu'on constate qu'effectivement un mensonge a été commis, bien le prix à payer est immédiat dans un monde surinformé. Quel prix sera le plus lourd d'ailleurs? Ça va se jouer sur le plan économique, sur le plan, le dégât à l'image est plus important? Non, ni un désastre, c'est un désastre éthique et économique, comme vous avez titré, c'est peut-être aussi un désastre politique, on va le voir, mais c'est d'abord et avant tout un désastre sanitaire. C'est un désastre sanitaire parce que depuis le temps que l'on sait qu'il y a un lien direct entre l'émanation de l'azote et des particules fines et puis les malformations de fœtus, les arrêts cardiaques, etc., etc. On le sait, c'est un drame. Moi, je compare ça, moi ce qui m'a frappé quand j'ai entendu l'information immédiatement, ma première réaction c'est, et ça rejoint un peu sur la transparence que vous venez de dire, c'est on nous rejoue la question
du minerai, c'est-à-dire du minerai de cheval qui remplaçait la viande de bœuf. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est une catastrophe sanitaire. C'est une catastrophe sanitaire qui est faite pour de basses raisons économiques. Et en plus, cette catastrophe sanitaire, là nous en parlons aujourd'hui, mais ce n'est que le début de l'épisode. Exactement de la même manière que ce qui s'est passé avec cette fameuse viande de cheval, ce fameux minerai qui était importé de Roumanie ou que sais-je encore. Donc d'abord, il faut le dire avec force, c'est une catastrophe sanitaire. Une catastrophe sanitaire d'ampleur internationale. Marie-Roger ? Juste pour ajouter, compléter ça, on chiffre à peu près à 58 000 morts par an aux États-Unis seulement, oui. Les victimes de ces particules fines et de ce type d'empoisonnement. Ouais, moi, ce qui m'a frappé, c'est de me dire, généralement, toute cette grosse industrie nie le fait écologique, nie les dégâts sur l'environnement. En général, on dit oui, mais tente à minimiser, ils payent des cabinets pour nous raconter des histoires. Et je me dis, dans un pays comme les États-Unis, où justement l'image qu'on en a, c'est qu'ils polluent comme ils veulent, c'est les plus gros pollueurs et c'est ceux qui en font le moins contre la pollution, et qu'un gros industriel comme ça tombe pour une histoire de faute, de crime contre l'environnement. Ça m'a surpris. En même temps, c'est vrai que, au contraire, enfin, dans un sens, les constructeurs automobiles aujourd'hui jouent énormément justement sur les normes anti-pollution. Ça fait partie aujourd'hui de leur image de marque. Ouais. Et c'est ce qui est d'autant plus troublant dans le cas de Volkswagen, c'est que les constructeurs allemands, que ce soit Volkswagen, BMW, Mercedes, investissent énormément justement, parce que c'est des grosses cylindrées, donc qui émettent énormément de polluants. Ils communiquent là-dessus. Ils communiquent là-dessus, mais en même temps, ils disent, voilà, on est des grosses cylindrées, mais on va quand même vous mettre des dispositifs qui feront que vous ne polluerez pas trop. Alors, on parlait de transparence. Alors justement, pourquoi on est tellement étonné puisqu'on sait qu'ils nous mentent? Justement, est-ce qu'on est sûr qu'ils nous mentent? Vous parliez de transparence. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que je dirais, l'économie, la production est fondée sur le mensonge. Tout ce qu'on mange, on nous raconte des histoires. C'est-à-dire, on ne sait même pas ce qu'on mange, tout est dissimulé, des choses dangereuses, et on tend à nous dire que c'est sain. La production des meubles est pleine de produits toxiques, la production des objets de consommation et c'est contrebalancé, je dirais, par des mensonges systématiques. Je crois que le système de concurrence, de compétition capitaliste favorise le mensonge. Mais dans le fond, alors, fondé sur la transparence, c'est fondé sur le mensonge. Mais dans le fond, alors, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas plus troublé par le mensonge que par la fraude en tant que telle, Richard Verdi ? Je crois que le mensonge est énorme. Moi, ce qui me frappe, c'est... alors, il y a bien sûr la catastrophe sanitaire, mais c'est deux autres choses. La première chose, c'est que si Volkswagen, à cette échelle, a pu mentir, et si le mensonge a pu, finalement, ne pas être décelé jusqu'à maintenant, j'en viens à me demander s'il n'y a pas d'autres énormes mensonges. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, les centrales thermiques qui promettent de diminuer leurs émissions, est-ce qu'elles les diminuent vraiment? Je veux dire, il y a un mensonge au carré qui est très, très inquiétant. Et la deuxième chose, c'est quand même le régulateur. Parce que là, aux États-Unis, en fait, le régulateur n'a pas vu le mensonge en question. C'est des particuliers qui l'ont décelé et qui en ont fait part au régulateur. Et ça pose une énorme question sur la capacité, dans un monde où on multiplie les standards et les normes écologiques, est-ce qu'on a véritablement les moyens de les contrôler? Voilà, et c'est aussi les tests, ça met en lumière les tests. Qui c'est qui dit que c'est propre? Ce sont généralement les constructeurs eux-mêmes qui commanditent des études ou qui les contrôlent et qui nous donnent les résultats qu'ils veulent. Les tests se font dans les laboratoires. Voilà, c'est eux qui nous disent ce qu'ils veulent nous dire. Les laboratoires d'ailleurs sont situés au Luxembourg, qui est un pays de construction automobile bien connu. Non, mais tout est absolument opaque. Tout est absolument bien sûr. Il n'y a pas de transparence. Tout est opaque, sans transparence. Ouais. Moi, je trouve que c'est extrêmement riche, hein, ce qui se passe, extrêmement riche. Je vais faire juste un pas de côté pour voir un autre angle. L'autre angle aussi, c'est également la force de l'impérialisme, si je puis dire, entre guillemets, juridique américain, et c'est son extraterritorialité. Ouais. C'est-à-dire, il suffit que vous soyez coté en bourse aux États-Unis, que vous soyez implanté ou que vous utilisiez le dollar comme monnaie d'échange, et naturellement, la justice américaine va s'emparer de vous. Parce que là, les 16 milliards, je crois, d'euros à peu près que doit Volkswagen, c'est évidemment
aux États-Unis qui le doivent. Ce n'est pas aux consommateurs, ce n'est pas aux Voilà, et victimes, c'est etc. avant même les class action peut-être qui seront intentées. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est extrêmement riche. C'est riche aussi, par exemple, sur aujourd'hui, Madame en a parlé, c'est-à-dire que il y a un élément, c'est un élément supplémentaire, c'est l'extrême concentration industrielle. On est passé de 20 grands constructeurs automobiles à peu près 5 grands constructeurs automobiles. Il y avait déjà eu le scandale Toyota. Apparemment, ça n'a servi à rien. C'est-à-dire le scandale Toyota des années 2010, ça n'a pas arrêté le scandale Volkswagen. Donc ce problème de concentration où il n'y a aucun contre-pouvoir, parce qu'encore une fois, cela pose la question des contre-pouvoirs, et pas simplement en effet des contre-pouvoirs de citoyens, mais il va y avoir des contre-pouvoirs politiques. Quand vous entendez en France, par exemple, droite et gauche confondues, c'est-à-dire Laurent Wauquiez dire « Oh attention, il ne va pas falloir faire de l'autoflagellation ». Monsieur Bruno Le Roux, président du groupe socialiste, « Oh mais attention, il y a des emplois en jeu ». Enfin, en gros, en substance. Mais vous dites, vous voyez, c'est exactement aussi le nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté juste aux frontières de la France. C'est le mensonge permanent. Je suis gêné par un discours qui dit c'est le mensonge permanent. Oui. Parce que c'est extrêmement déstabilisant. Donc soit on part du principe que c'est le mensonge permanent et que tous les constructeurs, que tous les constructeurs ou que tous les fabricants de produits alimentaires ou que tous les fabricants de meubles, et que tous les médias mentent finalement. Parce que pourquoi est-ce que les médias ne mentiraient pas dans un monde de mensonges permanents? Donc je pense que démasquer les mensonges. Ce discours un peu de suspicion généralisée me gêne quand même un petit peu. Je pense qu'il y a quand même des voitures qui roulent, des voitures qui font pas trop d'accidents, des voitures malgré tout dont les émissions de gaz à effet de serre ont quand même baissé. Et voilà, il faut quand même on parle quand même d'un groupe qui est extrêmement puissant, qui est devenu numéro 1 mondial cette année. On parlait des États-Unis, l'affaire vient de là-bas. Qu'est-ce qui va se passer en Europe maintenant? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Volkswagen est un fleuron de l'industrie allemande, que ce sont les Allemands qui dictent les normes aussi au niveau européen. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? À mon avis, je pense, on a parlé de l'image, ils ont payé quelques milliards, etc., mais ils vont rester en haut, je sais pas, à un moment donné, ils vont peut-être perdre le poste de numéro 1, passer numéro 2, etc., mais ça va se maintenir. L'industrie automobile en Allemagne est sérieuse, fiable en général, c'est-à-dire tout est comparatif. Alors cette semaine, on nous dit le contraire. Attendez, mais par rapport, on compare. Jacques Calvet avait dit l'inverse, il s'était fait mais brûler en place publique pour avoir dit l'inverse, c'est fort constater qu'il n'avait pas autant tort que ça. Mais ils vont, à mon avis, ils vont se maintenir. Moi, ce que je vois aussi, et vous avez remarqué que les autres constructeurs parlent pas très fort, parce qu'il faudrait voir aussi ce qu'ils font eux-mêmes. Donc c'est peut-être pas les seuls à faire ça. La deuxième chose, à mon avis, c'est que ces problèmes d'émissions, ça tombe bien, on est dans l'année où il y aura ce fameux COP21 en France, donc tout le monde est sensibilisé. Je pense que ça va donner une impulsion à la voiture électrique. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle. C'est parfait que vous parliez de ça. C'est parfait que vous parliez de ça. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont en pointe aujourd'hui dans l'industrie automobile électrique, c'est Renault et Bolloré. Et aujourd'hui, qui fixe les normes? C'est l'industrie automobile allemande. C'est pas Renault et Bolloré. C'est-à-dire que c'est eux qui fixent, par exemple, pour les bornes, les normes. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a aussi, il faut le dire, un dictat de l'industrie automobile allemande sur l'ensemble des normes européennes. Et c'est ça, à l'échelle européenne. Et c'est ça qui doit être précisément remis en question. Et comme vous parlez de la voiture électrique, vous avez 1000 fois raison. J'espère qu'on va en prendre la mesure. Au-delà, quand même, je reviens sur la question des normes précisément, parce que toutes ces normes écologiques qui, là, on le voit bien, sont battues en brèche par une manipulation informatique d'un constructeur automobile, il y a eu d'autres scandales. Je pense au scandale du quota carbone, par exemple, le marché du carbone qui a été quasiment pris en main par certaines mafias. Et donc, moi, je m'interroge quand même sur la capacité, disons, internationale à faire prévaloir ces normes et à ne pas faire en sorte que ces normes soient confisquées ou manipulées par des lobbies, parce que là, c'est le pire des mensonges. C'est-à-dire qu'on applique des règles internationales, on fait croire qu'elles vont être appliquées et finalement, on n'est pas en mesure. Si Toyota nous ment, pourquoi si Volkswagen nous ment, pourquoi pas Toyota, pourquoi pas General Motors? Il y a d'abord des besoins industriels. Oui. Peut-être que j'ai pas suivi le détail de l'affaire Volkswagen au sens de l'enquête interne, et je ne sais pas d'ailleurs si on a encore les résultats de l'enquête interne. Mais pourquoi Volkswagen a fait ça sur 11 millions de véhicules, me semble-t-il? Il y a peut-être une raison, il y a peut-être une partie, une direction
une partie de l'entreprise qui n'a pas su à un moment donné répondre aux contraintes industrielles et qui a, entre guillemets, magouillé et caché une partie de ce qu'elle faisait. C'est très intéressant. Après, il y a des équations économiques pour chaque constructeur. Bon, ça peut Moi, pas ce qui être me un paraît petit intéressant, c'est qu'effectivement, comme disait Joseph tout à l'heure, à l'échelle européenne, il y a vraiment donc des constructeurs en Allemagne, il y a des constructeurs en France, il y a un constructeur en Italie, et ça se joue un petit peu la fixation des normes entre ces différents constructeurs. Et effectivement, les Allemands ont vraiment développé un modèle de voiture qui est un modèle de voiture haut de gamme, qui est donc très consommateur et qui est très pollueur finalement. Et ils ont une puissance plus grande que les constructeurs français ou italiens. Et finalement, il y a une bataille de normes qui se joue très régulièrement, qui se joue entre industriels, qui se joue entre industriels et politiques, à l'échelle des États ou à l'échelle de l'Union européenne. Et peut-être qu'il faudrait que ce lobby des constructeurs allemands soit moins influent que ce qu'il a été ces dernières années. Ça, c'est l'Europe. Parce qu'on dit, est-ce que dans les pays en voie de développement, dans tout les pays émergents, qui représentent quand même un marché important pour Volkswagen et son groupe, est-ce que pour eux c'est très important que ça pollue autant? Malheureusement, les normes ne sont pas aussi élevées qu'ici. Donc ça va pas trop les gêner là-bas. Et même, je dirais, ici, je prends la France ou l'Europe, s'il n'y avait pas des législations fortes, les gens même s'en foutent de polluer. Oui, mais alors, ce qui est intéressant, ils aiment les moteurs que, puissants. Oui, mais effectivement, les pays émergents, ça va être des pays où les ventes d'automobiles vont exploser. Ça a déjà commencé en Chine, ça va démarrer en Inde, ça va démarrer dans beaucoup de pays africains. Et c'est un enjeu fondamental, c'est-à-dire que si les voitures qui vont être vendues là-bas sont très polluantes, ça veut dire qu'on va continuer au niveau des gaz à effet de serre à vitesse grand V. Et donc, finalement, ce qui se construit et les voitures de demain qui sont en train d'être préparées, il faut vraiment, pour le monde entier, qu'elles respectent les normes, parce que sinon, c'est le monde entier qui va payer le réchauffement climatique. Va le faire. Mais je pense que une des conséquences, c'est qu'ils vont réellement faire des moteurs propres et non pas masqués. Quoi. Je rassure, évidemment, bien sûr, ce n'était pas à l'ordre du jour du COP 21. Cette grande réunion de climat. Voilà, alors cette grande réunion du climat qui va quand même se passer au pays du diesel, puisque la France est quand même dans les mauvais élèves, on peut dire ça comme ça en Europe, mais l'Europe est globalement un mauvais élève. Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience autour du diesel? Le diesel pollue plus que l'essence c'est mal, mais le diesel c'est encore pire. Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience et est-ce qu'il va y avoir des conséquences éventuellement? Alors la prise de conscience du côté des gouvernements, c'est difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a une volonté apparemment, on dirait que la galaxie des astres est plutôt plus favorable qu'avant Copenhague. En tout cas, c'est le sentiment général qu'on a. Après, au niveau du public, moi j'ai quand même le sentiment, sur le scandale Volkswagen, il se trouve que ce week-end, par curiosité, en marchant, je voyais les propriétaires de Volkswagen et je leur ai posé la question, ils n'étaient pas choqués plus que ça par le scandale. Eh ben oui, c'est bien ce que je dis. Alors on va montrer, parce qu'on... Voilà, je propose de regarder ça. Je suis ton air, c'est Greenpeace qui nous dit ça. Quelle peut être la place, vous en parliez tout à l'heure, Joseph Massescaron, mais justement des ONG environnementales. Est-ce que là, il y a une brèche dans laquelle il faut s'engouffrer à 2 mois de la COP21 ? Je pense qu'ils vont s'engouffrer, mais je pense quand même qu'au niveau de l'opinion, il y a malgré tout un discours qui monte par rapport au diesel et qui est entendu par une partie de l'opinion. C'est vrai que la plupart des propriétaires de voitures en France ont des diesels, et c'est vrai que c'est le genre de prise de conscience qui prennent du temps à passer en acte, puisque vous changez votre voiture une fois tous les 4 ans ou les 5 ans. Et le facteur prix également du prix à la pompe. Donc la responsabilité de l'État, c'est notamment la taxation des carburants, et il faut sans doute je pense, remonter la taxation sur le diesel. Quand je vois le nombre de grandes entreprises, je ne vais pas les citer ici puisque on ne peut pas, mais qui sont partenaires de COP21, et je ne comprends pas qu'ils soient partenaires de COP21. D'ailleurs, il faudrait vérifier peut-être d'ailleurs que Volkswagen était partenaire de COP21. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est servi de partenaires industriels, et qui ont une importance et aujourd'hui, c'est-à-dire le discours écologique totalement tout à fait normal et légitime, a été détourné avec un cynisme absolu. Car ce qu'il faut dire, c'est que ces personnes-là sont d'un cynisme absolu. Oui, c'est vrai, mais en même temps, on ne peut pas espérer faire des progrès significatifs sans inclure la grande industrie. C'est pour ça qu'on les inclut. Parce qu'avant, l'erreur qu'on faisait, c'est que
on parlait d'écologie, d'environnement, de protection de l'environnement entre militants, etc., en les montrant du doigt, vous êtes les méchants. Maintenant, on les inclut, on dit comment faire pour qu'on ait un air plus propre, que l'environnement soit préservé, etc. Voilà. Quelle est votre contribution à ça? C'est la meilleure façon d'avancer. Aujourd'hui, pour revenir à ce que vous disiez, quand vous liez ça, par exemple, avec la question de la malbouffe, et vous aviez totalement raison d'un certain point de vue, puisque je parlais du minerai. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien se dire, c'est que consommer, c'est voter. Qu'il s'agisse de la nourriture, qu'il s'agisse de l'habillement, je n'ai pas parlé du coton qui nous vient de Syrie, par exemple, etc., ou des usines du Bangladesh, avec les horreurs qu'on a pu voir. Aujourd'hui, consommer, c'est voter. Et ça, c'est notre premier devoir de citoyen. Et ça sera, si vous le voulez bien, le mot de la fin pour cette partie, puisque je vous propose maintenant de passer au Burkina Faso. Coup d'État la semaine dernière, on en a parlé ici dans Kiosque longuement. Ce coup d'État aura duré tout juste une semaine, et parmi ses conséquences pour les Burkinabés, qui décidément ne manquent pas d'humour, il y a de nouveaux mots à intégrer au vocabulaire. Savez-vous ce que diendéré ou faire une dienderade veut dire? Se planter magistralement. Alors ça serait faire une grosse bêtise, plutôt une grosse bêtise. C'est ce qu'a admis Gilbert Diendéré, le putschiste en chef, en présentant de plates excuses cette semaine. Des excuses le jour même où les autorités de la transition étaient officiellement rétablies dans leurs fonctions. C'était lors d'une cérémonie en présence de chefs d'État de la région. Je déplore dans un premier temps les différentes victimes, parce qu'il y a eu quand même des victimes, il y a eu des blessés. Ça, c'est mon très grand regret. Il y a eu des dégâts matériels, c'est un très grand regret pour moi. Et je crois que nous avons tiré les leçons pour l'avenir. Voilà, tirer les leçons pour l'avenir. Le putsch est terminé, on n'en parle plus, a conclu Gilbert Diendéré, un exercice de repentance qui n'est pas sans rappeler ses enfants pris dans le pot de confiture, les doigts dans le pot de confiture. Mais attention, une dienderade, une grosse bêtise peut valoir une punition. Premier conseil des ministres après le coup d'État, dissolution du régiment de sécurité présidentielle à l'origine du putsch. Alors est-ce que c'est ça la morale de l'histoire, tel est pris qu'ils croyaient prendre ? Oui, c'est aussi ça. Mais c'est une histoire stupéfiante quand même. Parce que lorsqu'on a appris le coup d'État, tout le monde se dit mais c'est une connerie, c'est une affaire sans lendemain. Comment ils vont faire? C'est pas ce qui s'est passé au Burkina, c'était un soulèvement populaire de gens inédits. Il y avait des millions de gens dans la rue pendant des mois, etc. Et que on ne peut pas aller à l'encontre de ça juste parce qu'on a des armes, etc. Et je sais que j'avais tweeté, il essaye d'arrêter un torrent avec des armes. Donc on se disait c'est un truc qui ne va pas avancer. Et effectivement, mais en même temps, on a eu peur. Parce que quand on connaît la personnalité de Diendéré, qui était mêlée à tous les coups fourrés, c'était la lame damnée du régime comparé. Enfin, il y avait un rapport... ils ont fait un rapport il y a quelques années qu'ils ont ressorti avec, je ne sais pas, 5000 crimes, et c'est tout le temps le nom de Diendéré associé à la plupart d'entre eux. Enfin bon. Donc, on a vu que ce monsieur, on s'est dit, ça va être terrible parce que ce n'est pas un rigolo. Et puis, on le voit faire son mea culpa de manière totale, plate, mais sans réserve. Moi, j'étais sciée. J'ai trouvé ça... Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette image, justement, de ce général qui est là, complètement désemparé, presque? Mais désemparé, mais je trouvais que c'était burkinabé. J'ai trouvé qu'il y avait de l'humilité à reconnaître une erreur. J'ai trouvé ça fantastique. Mais en même temps, oui, il a commis une erreur parce que c'était un soulèvement populaire. Les gens n'allaient pas se laisser faire parce qu'il a vu la mobilisation qui n'a pas tari malgré les chars qu'il a mis sur... Il a vu l'armée descendre vers la capitale, etc. Et bon, il s'est dit, il a même dit, parce qu'on ne montre que ses excuses. Et les raisons, c'est quoi? Il dit... Quand on entre dans un régime démocratique, bon, c'est pas la peine de faire des coups d'État. Ah, on dit, c'est super de dire ça. En plus, il dit, et puis j'ai vu que les gens n'étaient pas trop d'accord. Ah, d'accord, mais parfait. Et donc il a tiré ses leçons et puis il a dit, bon, ben on laisse tomber tout ça. Mais moi, je trouve que c'est bien de mais alors, tout ça pour ça, pourquoi ce coup d'État? Est-ce que finalement, la vraie valeur... comme ça qu'autrement, Est-ce que la vraie valeur du coup d'État, finalement, ça n'a pas été justement alors de réaffirmer cette révolte populaire, de prouver que le peuple mérite sa démocratie? Bon, d'abord, une erreur des militaires, en tout cas des militaires putschistes. Je pense que là, ils ont clairement fait un mauvais calcul, parce que quand même, en prenant le pouvoir, en
essayant de prendre le pouvoir de la manière dont ils l'ont fait, ils espéraient que d'autres régiments allaient se rallier. Oui. Ils espéraient créer au sein de l'armée un mouvement d'unité en leur faveur. Et donc là, ce que je trouve vraiment intéressant, presque plus que la mobilisation populaire qu'on pouvait suspecter, c'est le fait que l'armée n'a pas suivi. Et ça, pour moi, c'est le plus intéressant. On peut comparer à d'autres pays où, malheureusement, l'armée est restée unie derrière les putschistes et finalement, malgré la mobilisation populaire, le coup d'État l'a emporté. Au Burkina, c'est la coalition d'une partie de l'armée qui ne voulait pas d'un coup de force et de la population. C'est ça que je trouve intéressant. Et de la communauté internationale. Moi, le troisième élément, je pense, qui a dû jouer, c'est vraiment, me semble-t-il, la très grande fermeté et finalement la synchronie de toutes les décisions qui ont été prises par l'Union africaine, par la CEDEAO, par l'Union européenne, alors la CEDEAO, on va par en la parler, France, mais en tout cas, les fonds qui s'arrêtent, la condamnation unanime, si vous voulez, c'est quand même... La CEDEAO, on va s'y arrêter quand même parce que ils ont réussi, on peut le dire, à résoudre la crise, mais quand même en 2 temps. Dimanche dernier, toujours au rayon du nouveau lexique burkinabé, là aussi, il y a maintenant, par exemple, ce verbe yaïboniser, faire une promesse que vous ne tiendrez pas, ou makissaliser, mentir. Dans un premier temps, la CEDEAO répond complètement aux revendications des putschistes. On a eu chaud quand même. Oui, mais... il y a plusieurs questions. Je veux dire, je n'ai pas votre connaissance, bien sûr, mais juste des questions. Est-ce que c'est un hasard, par exemple, si le putsch a eu lieu la veille où devait être remis aux avocats de Mariam Sankara, qui est la femme de Thomas Sankara, qui, pour aller vite, ceux qui nous écoutent, moi je considère que c'est une sorte de Che Guevara africain. Che Guevara africain, on l'appelle comme ça. Ancien président du Burkina, assassiné. Dans lequel, évidemment, à la fois Compaoré et le général putschiste étaient directement visés. Et vraisemblablement, je pense que le général putschiste a eu affaire, évidemment, dans cet assassinat. Et c'est comme par hasard, au moment où les avocats devaient prendre connaissance des documents qui remettaient directement en cause, que le putsch a eu lieu. Donc, première interrogation, est-ce qu'il y a peut-être un lien ? Deuxième interrogation, c'est le fait que peut-être que les putschistes, à un moment donné, se sont dit que finalement, un certain nombre de personnes n'allaient pas bouger, notamment en France. Pourquoi ? Tout simplement, là aussi, question totalement bénigne d'un néophyte. Pourquoi ? Parce que finalement, le beau Blaise Compaoré est toujours le général putschiste. Finalement, ils sont un peu aussi aidés à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, dont ça doit être qui doit bientôt se présenter à la présidentielle. Donc, ce sont aussi toutes ces questions qui me font dire que, d'accord, évidemment, on peut présenter ça sous le forme, et avec juste, c'est-à-dire, c'est vrai que c'est ridicule, mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas un théâtre d'ombre qui se joue derrière ? Voilà, c'est juste une question. Est-ce que dans ce théâtre d'ombre, peut-être, est-ce qu'on peut imaginer, parce qu'il y a des questions qui se posent maintenant, le putsch est réglé, ça s'est bien passé, pas de bain de sang, les autorités de transition, il y a une dizaine de morts, mais il n'y a pas eu de bain de sang. Il y a des gens qui ont des jambes brisées, tout ça, mais on aurait pu craindre aussi un bain de sang, ça n'a pas été le cas ni il y a un an au moment de la révolte populaire, ni cette fois encore. Ouais. Il y a des questions qui sont en suspens maintenant. Il y a la question des putschistes. Qu'est-ce qu'on fait d'eux maintenant ? Est-ce qu'il faut les punir ? Oui, alors, donc, c'est vrai, ça fait beaucoup de questions. C'est vrai, je voulais juste dire un mot aux questions de Massé Scarron. Effectivement, le sentiment qu'on a eu, pourquoi ils font ce putsch ? D'abord, mauvaise appréciation. Il y a des élections bientôt, enfin, dans quelques semaines, étaient fixées dans quelques semaines, et on a exclu une partie des cadors de l'ancien régime. De l'ancien président. Voilà, on n'a pas exclu le camp, c'est très important, mais quelques personnes, on a dit, celles qui étaient trop en pointe au moment du changement de la Constitution, qui étaient qui disaient des choses à la télé, des choses un peu choquantes, etc., ceux-là, symboliquement, ne doivent pas se présenter. Mais on peut... le parti peut présenter d'autres candidats. Ça ne plaisait pas parce que c'est des gens très influents, etc. Ensuite, le RSP, ce régiment de sécurité présidentielle, était tout le temps montré du doigt. Mais oui, mais il faut les dissoudre. Oui, mais eux, c'était la milice privée du président. On n'en veut plus. Tout le temps, on en parlait. On faisait... Donc, ils se sentaient un petit peu cernés. Il y avait le rapport
il y avait même un rapport, au-delà de celui sur l'assassinat de Sankara, l'enquête, mais il y avait aussi un autre rapport, que fait-on de l'armée, que fait-on du RSP, c'était il faut dissoudre. Et ça aussi, ça allait être remis. Ça. Alors, donc ils avaient un petit peu le dos au mur, et ils se disaient il faut sauver notre peau, parce que si on nous dissout, si on est en position de faiblesse, on va ressortir tous les dossiers, mais ils sont Alors, lourds. en l'occurrence, pour avancer, parce que maintenant il y a des défis qui se posent, le RSP est dissous, c'était la première décision du président de transition, des autorités de transition. Que fait-on maintenant, justement, de ces anciens proches de Blaise Compaoré? Faut-il les réintroduire dans le jeu démocratique? La question peut se poser. Techniquement, non. ça n'est pas le possible, mais la général question putschiste, peut ça se me paraît poser. totalement impossible. Ensuite, je ne suis pas assez fin connaisseur de la politique au Burkina Faso pour distinguer telle personnalité et telle autre. Je pense que quel est l'enjeu des prochaines élections? Est-ce qu'il y a une dimension un petit peu de réconciliation nationale? Si oui, à ce moment-là, il faut intégrer effectivement des figures politiques de l'ancien camp. C'est une question qui se pose, pardon, je vous interromps, mais c'est c'est une question, alors là on parle du Burkina, mais c'est une question qui se pose, qui peut s'appliquer à d'autres pays. Bien sûr. Quelle est la bonne voie? Il y a 5 élections prévues, pardon, c'est 5, 5 élections prévues au mois d'octobre. C'est absolument énorme. Ce qui est en train de se jouer derrière le Burkina, c'est pas, alors c'est bien sûr, on a raison d'ironiser dessus, mais c'est aussi l'avenir de la démocratie en Afrique. C'est ça ce qui se joue. Alors justement, est-ce qu'il faut prendre en compte, on ne peut pas balayer peut-être une trentaine d'années d'un Blaise Compaoré au pouvoir, comment résoudre cette équation? C'est bien de dire ça. C'est une des premières questions qui va se poser maintenant. L'exemple maximum, c'est l'exemple sud-africain. Bon. Ah oui, on nous ressort toujours ça. Oui, mais c'est quand même, c'est quand même une dimension. Oui, Moi, je pense que là où une réconciliation est possible, il faut la tenter. Voilà. Mais est-ce que... Marie-Roger Bon, alors, c'est très important de dire que 30 ans, ça faisait 30 ans, 27 ans. Une 27 trentaine ans de d'années, Blaise 27 ans. Compaoré. Alors, Blaise Compaoré a été le président dont l'assassinat de Sankara, c'était une ombre qui ne s'est jamais dissipée. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a structuré le pays. Je dirais que les Burkinabés étaient assez fiers de ce qu'il a accompli. Il faut le dire aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Ils étaient assez fiers et on n'est pas parti pour le renverser lorsqu'il est parti. On voulait juste qu'on ne vote pas le changement de constitution et puis ça s'est terminé en coup d'État involontaire. Bon, mais... Blaise Compaoré fait partie des gens qui ont construit le Burkina Faso et c'est très dommage qu'il ne soit pas parti par la grande porte parce que les gens, au lieu de se cacher ou de dire, de prendre des distances, se réclameraient de lui. Et maintenant, personne, ah non, moi je soutenais, oui, mais pas trop, qu'est-ce qu'on sait? Comment on peut mesurer le soutien? Non, moi je suis un juriste, etc. Voilà, ça commence des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'il faut inclure dans le jeu le parti, la mouvance de Blaise Compaoré. Et en même temps, il faut tenir compte de ce qui s'est passé. Il y a pas mal de morts. Pour le Burkina, c'est beaucoup. Il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait 1000 morts. Mais c'était énorme, les familles, et puis des gens blessés. Bon. Pour eux, ils sont traumatisés par ça. Il faut tenir compte de ça, de dire... Comment concilier les deux? Donc inclure, mais en même temps exclure ce qu'on peut exclure, mais à partir je dirais, il faut faire des procès et que ce soit juridiquement acté. Alors, une enquête est en cours après le putsch. Et voilà, il y a un autre aspect aussi qui est soulevé maintenant. En mettant de côté Gilbert Ndendéré, dont tout le monde sait que c'est l'homme le mieux renseigné de la région, est-ce qu'on ne court pas un risque par rapport aux djihadistes qui rôdent dans la région? Est-ce que de le mettre de côté, c'est un risque pour le Burkina Faso? Ça a été le grand argument. C'était justement l'argument, vous avez raison, j'ai oublié de le citer, pour lequel, à un moment donné, les putschistes se sont dit que finalement la France pouvait les aider. Entre ça et l'aide à Ouattara et ceci, et surtout ne pas toucher. Oui, parce que le dispositif Barkhane est très présent, évidemment, au Burkina Faso. Donc le dispositif de lutte contre le terrorisme djihadiste à l'échelle de la bande sahélo-sahélienne. Et donc, effectivement, la France joue un rôle... c'est pas remis en cause par la transition. Mais pas du tout. Non, mais est-ce que ce personnage clé, encore une fois, pour terminer là aussi sur le Burkina, ce personnage clé, est-ce qu'il est nécessaire à garantir à l'heure actuelle aujourd'hui? La preuve que non. Qu'est-ce qui est important? On parle de l'intégrité du Burkina. Il y a la stabilité au jour le jour, mais vous avez aussi la stabilité à long terme d'un pays. Et si vous avez des hommes au pouvoir qui sont corrompus,
qui contrôlent toutes les manettes, qui ne permettent pas à la population de prendre son destin en main, eh ben vous créez une instabilité dans le pays et un jour ou l'autre, le pays explose. C'est ce qui peut se passer au Mali, au Niger, dans tout un tas de pays de la région. Donc des hommes qui se prennent pour le sauveur de leur pays et le sauveur du monde, non merci. Il faut favoriser les alternances, il faut favoriser le passage de témoins. En France, les grands chefs espions, ils tournent tous les 4 ou 5 ans. Il n'y a pas de raison qu'ailleurs ce ne soit pas le cas. Pas tout à fait, parce que la clé, il y a quand même une clé qu'on ne peut pas oublier, c'est Blaise Compaoré lui-même. C'est-à-dire que c'est bien joli de tout focaliser en ce moment sur ce général putschiste qui a raté son coup et qui espérait peut-être être soutenu. Mais il y a Blaise Compaoré derrière. Peut-on, le fait par exemple de mettre à l'arrêt, d'interner ce général et de le sortir du jeu, si en même temps Blaise Compaoré, depuis son exil, continue de tirer d'autres ficelles, à vrai dire, ça n'aura pas énormément d'effet. Donc je crois qu'il faut accepter... C'est exactement le sens de ce que je disais. Ouais. Il faut accepter peut-être quand même que une partie, je dirais, de réel politique doit avoir lieu. Il est clair que ce général maintenant doit être marginalisé, il doit être en quelque sorte neutralisé. Quels sont les bons moyens de le neutraliser? Ça, je ne le sais pas. Mais par contre, aller faire la chasse à tous les putschistes risque d'être dangereux parce que beaucoup d'entre eux sont sans doute armés et encore capables de faire des dégâts. Pour Diendéré, c'est très simple. Lui-même, il a dit « Je suis prêt à faire face à la justice ». Donc, il a calmé le jeu. Je trouve que Diendéré a fait une belle sortie. Il a calmé le jeu. Aujourd'hui, on a récupéré, c'est sûrement de la communication aussi, mais des images, des armes ont été récupérées. Il a bien fait. Et nous verrons donc dans les semaines à venir. Juste une chose pour Blaise Compaoré. Je crois que les paroles de Diendéré au moment de sa reddition sont peut-être suggéré ou dicté par Blaise. Parce que, à mon avis, Alassane Ouattara n'a pas du tout aimé ce coup d'État au moment où il prépare lui-même les élections, où l'autre est chez lui et qu'on allait faire des connexions peu intéressantes pour lui. Je crois qu'il n'était pas. Donc quand l'autre dit non, mais finalement on est passé à la démocratie et que c'est pas bien de faire des coups. Et puis les gens n'étaient pas trop d'accord. Donc je reconnais que j'ai mal fait. Je pense que ce discours-là ne vient pas que de lui tout seul. Et vous avez bouclé la boucle avec le général Diendéré. Je vous propose qu'on passe maintenant au troisième thème de cette émission que l'on pourrait résumer ainsi. Le pape est cool. Le hashtag Pope is dope a fleuri sur Twitter. François termine... Pope is dope, c'est exactement ça. François termine sa tournée Cuba-États-Unis. Il est l'artisan du rapprochement entre les deux vieux ennemis. Mais si le pape est cool, c'est surtout parce qu'il dit ce qu'il pense. Nous voulons être une église qui construit des ponts, détruit les murs et sème les graines de la réconciliation. Le problème de l'embargo fait partie des négociations entre Cuba et les États-Unis. Mon désir est qu'elles aboutissent à un accord qui satisfera les deux parties. Il y a un besoin urgent de travailler à un monde libéré des armes nucléaires en application totale du traité de non-prolifération. Sur ce continent aussi, des milliers de personnes sont conduites à migrer vers le nord, à la recherche d'une vie meilleure pour eux-mêmes et leurs êtres chers. Les organismes financiers internationaux, loin de promouvoir le progrès, assujettissent les populations à des mécanismes de plus grande pauvreté, d'exclusion et de dépendance. Monsieur le Président, je trouve encourageant que vous proposiez une initiative pour réduire la pollution de l'air. Alors, je vous pose la question à tous. Le pape est cool, hein? Pope is dope? Non, enfin, je pense que on a vu des effigies du pape sur des mugs et tout ça. Bon, c'est les États-Unis, donc. Mais je pense que lui est venu avec évidemment une toute autre dimension. Donc effectivement, il y a eu ce voyage, ce lien entre Cuba et les États-Unis, qui est quand même le fait d'abord des Cubains et des Américains, mais on sait que le Vatican a effectivement joué un rôle, et le pape François a joué un rôle pour favoriser les négociations. Et ensuite, donc, pour la première fois, y compris de sa vie, le pape François qui va aux États-Unis et qui effectivement parle au Congrès des États-Unis, qui parle à l'ONU, et puis aujourd'hui là qui finit de s'adresser donc au grand rassemblement des familles catholiques à travers le monde. Et moi, ce qui me semble, je suis pas sûr qu'il ait été
vraiment diplomate. Je crois qu'il est venu plutôt comme un sage, comme quelqu'un qui essaye de porter le plus haut des valeurs de conscience et des valeurs humaines. Je pense qu'il a rappelé, que ce soit au Congrès des États-Unis ou que ce soit à l'ONU, il a rappelé les dirigeants au sens du bien commun. C'est-à-dire, il a dit aux États, ne faites pas que défendre vos intérêts, mais soyez aussi ouverts un petit peu à toutes les dimensions de la planète. Il a recommandé aussi, il a une ou deux petites phrases pour dire, attention, pas d'impérialisme. Mais en quoi c'est puissant? Parce que c'est des phrases que tout le monde pourrait dire. Pourquoi, quand c'est le pape qui le dit, quel est son secret? Quelle est sa force? Peut-être parce que il est donc, effectivement, il ne représente pas une puissance au sens classique, et donc il représente plutôt un homme qui va essayer de parler autant au cœur des gens qu'à la raison, en quelque sorte. Et il essaye de combiner les deux. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que à l'ONU, notamment, ce que j'ai traduit un petit peu, c'est la responsabilité de protéger. La responsabilité de protéger la nature, de protéger les exclus, de protéger les minorités. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu, notamment, mettre en avant à l'ONU. Alors, le pape n'a pas, pardonnez-moi, le pape n'a pas d'électeurs à séduire, il n'est pas en campagne. Du coup, il dit un peu ce qu'il pense, il dit un peu ce qu'il veut. Est-ce que ça, c'est sa force ? Sûrement, et il y a quand même eu des séquences extraordinaires, notamment cette séquence avec le président donc sortant du Congrès américain, Bugner, qui est en pleurs quand le pape se prononce et face à la foule et qui le lendemain démissionne. Je veux dire, ça c'est un moment de télévision extraordinaire. Et donc à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique-là, dans un pays comme les États-Unis, quelque part vous surfez sur les vagues, c'est le cas de le dire. Donc je crois qu'il y a eu cette combinaison unique, évidemment l'image avec Fidel Castro également, d'un pape qui, sans être d'ailleurs particulièrement médiatique, mais arrive à catalyser l'émotion du moment. Joseph Massescaron, je vous voyais sourire. Oui, non, je souriais parce qu'en raison des pleurs, c'est-à-dire les responsables américains comme les citoyens américains ont toujours on a l'impression qu'ils ont toujours comme ambition de passer comme dans l'acteur studio. Voilà. Oui, il a démissionné. Oui, bien sûr, mais on a toujours l'impression qu'ils jouent l'acteur studio. Excusez-moi. Donc c'est ça. Je ne crois pas en effet que ce soit alors. Est-ce qu'il est diplomate, plus ou moins diplomate? Alors d'abord, c'était une tarte à la crème de le signaler, mais le pape est chez lui. Il est chez lui. C'est-à-dire, c'est un pape américain. Il faut quand même le rappeler avec force. Un pape américain aux États-Unis, il y a bien 21% de catholiques aux États-Unis, mais ce n'est pas forcément des Américains des États-Unis. Ce que je veux dire, c'est que c'est sa terre. On l'oublie, mais c'est sa terre. C'est-à-dire quand il va à Cuba, il n'est pas dans un pays étranger. Alors d'abord parce que... Alors c'est la première fois qu'il y allait, pourtant, dans les deux pays. Mais il n'est pas dans un pays étranger, enfin il n'est pas étranger à l'Église. Moi je fais souvent les Cuba, et très franchement, l'Église catholique maintenant depuis quelques années, aujourd'hui, marche en parallèle avec le pouvoir. Peut-être pas le pouvoir, notamment avec Raúl Castro. Donc de toute façon, comment dire, c'est pas quelqu'un qui débarque tout d'un coup et qui fait un numéro diplomatique. Non, c'est quelque chose qu'il vit de l'intérieur. Donc c'est pour ça aussi que ça se passe aussi bien, c'est qu'il vit de l'intérieur. Ensuite, on est étonné d'un certain nombre de déclarations. Si on regardait plus précisément, moi je pense qu'il y a eu un mauvais procès dans le passé qui a été fait à Benoît XVI assez souvent, et si on regarde très franchement les propos de Benoît XVI et ceux du pape François, il n'y a pas une grande différence. Mais simplement, on veut aussi qu'il y ait une différence. Ce qui est vrai, c'est qu'il souligne en permanence le message qui est le cours le plus intérieur du christianisme, c'est-à-dire que Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. Donc ça, c'est le message le plus intérieur. Et ça, il le dit, et il n'a pas peur de le dire et de le réaffirmer. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'il va là-bas et qu'il le dit avec force, il faut savoir que ce n'est pas le pape combien de divisions aujourd'hui. Et là, c'est là, pardon, où je vais être un peu taquin. C'est le catholicisme combien de divisions. Car il y a une menace pour le catholicisme. Cette menace, c'est une menace que toutes les religions ont, et pas simplement les religions. C'est-à-dire, c'est celui du repli identitaire. C'est celui de l'identitarisme. Et vous entendez ainsi des voix en France, y compris au sein de l'épiscopat catholique, avoir de plus en plus de recul par rapport à la parole du pape François. C'est un pape, pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots, il s'appelle François, mais il n'a pas une bonne assise. C'est-à-dire son assise, elle n'est pas aussi ferme qu'elle est. Donc, c'est bien, et en effet, qu'il aille ailleurs, qu'il aille notamment aux États-Unis pour donner toute sa dimension et se déployer. Jean-Christophe Ploquin ?
Oui, je pense qu'il effectivement, sur le plan doctrinal, il n'apporte pas de changement par rapport à Jean-Paul II ou par rapport à Benoît XVI. Ce qu'il apporte de nouveau, c'est que la doctrine, pour lui, ne représente pas finalement le cœur de sa mission. Le cœur de sa mission, c'est ce qu'on appelle la pastorale, et c'est d'aller au plus près des gens. Et c'est de considérer finalement la vie des gens telle qu'elle est, et de voir qu'est-ce que l'Église en tant qu'institution, mais surtout en tant que transmetteur d'un message évangélique, finalement, qu'est-ce que cette Église va pouvoir dire à des gens qui vivent dans la misère, dans la difficulté, dans la séparation conjugale, dans les souffrances de la vie. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui se veut plus pasteur que doctrinaire. Et malgré tout, il était quand même, et Cuba et les États-Unis l'ont reconnu, il a quand même œuvré pour le rapprochement des deux pays. Cette semaine, il était aussi derrière ce pas vers la paix entre les FARC et le gouvernement. Oui. Donc, c'est un peu plus que juste une mission pastorale, on est d'accord, il y a quand même aussi une vision politique du monde. Oui. Il y a une vision politique d'abord, parce qu'il est aussi jésuite. Hein. Pardon, les jésuites sont politiques. Ouais. S'ils n'étaient pas politiques, il n'y aurait pas eu de jésuites. Il n'a pas fait que ça. Il a reconnu le génocide arménien, même s'il y avait eu déjà des pas précédents. Enfin, c'est quand même absolument énorme. Il a reconnu aussi la Palestine. Les Palestines. Donc ça aussi, c'est énorme. Donc c'est quand même un pape qui prend des décisions en termes de politique étrangère, de plus en plus fort. Et c'est un pape en plus qui qui refuse de se laisser enrégimenter par la guerre de religion ou par ce choc de civilisation. C'est là où il gêne. C'est là aussi où il est original. Et comme d'un autre côté, il marche de deux pieds, parce qu'en effet, sur la question de la pastorale, je suis tout à fait d'accord, et il étonne, et il détonne. Donc comme il détonne, évidemment, l'économie médiatique le prend. Marie-Roger ? Oui, il étonne, justement. Il étonne parce que, à mon avis, je suis entièrement d'accord avec vous. Il étonne aussi parce que il sort des sentiers battus. C'est-à-dire, on avait Benoît XVI, par exemple, dont le discours était convenu. On savait exactement ce qu'il allait dire. Et donc, les gens... il avait autour de lui que ceux qui voulaient absolument coller au pape et à la religion. Là, Benoît XVI va bien au-delà. Et j'étais très frappée... François voulait dire. Oui, pardon. François. Il va bien au-delà. J'étais très frappée des réactions, par exemple, à Philadelphie, où chacun entendait quelque chose qui l'encourageait, qui l'inspirait pour sa propre vie. Par exemple, il y a un prêtre angolais qui dit « Ah oui, mais je suis rassuré parce que le pape a bien mis l'accent sur la famille, que c'est l'homme et la femme, le mariage, etc. » Et à côté, on interroge quelqu'un d'autre qui dit « Ah oui, non, vraiment, le pape, je suis très heureuse parce que le pape n'a pas dit qu'il faut rejeter mes amis qui sont homosexuels ou qui sont bisexuels, etc. » Il n'a pas parlé de rejet de tout ce qui est les femmes. Donc, il arrive à parler à tout le monde parce qu'il a une forme de sincérité, ou même, je dirais, parce que les gens ont l'impression qu'il veut le bien de tous. Il essaye, malgré les dogmes religieux, etc., qu'au bout du compte, c'est quand même l'homme. L'homme, c'est vous. Il n'y a pas des choses qui sont supérieures à votre bien-être, il est donc, si je vous résume, Marie-Roger, il est fin diplomate. On peut dire ça comme ça. C'est pas une question de diplomatie. Je crois que c'est la lumière qui sort de lui, qui émane de lui. Je suis désolée, il a une forme de lumière et de bienveillance vis-à-vis de l'humanité et qui fait que il est en équilibre constant, tout le monde il ne faut pas négliger les forces qui au sein de l'Église en ce moment lui sont hostiles, et je dirais au sein, et par exemple aux États-Unis, le grand enjeu c'était pas tant les forces au sein de l'Église, mais c'est une partie de l'opinion américaine ultra conservatrice, et pour lui, donc c'est un pape qui est en danger quelque part, et qui, étant en danger, assume ce danger et l'assume, je dirais, de façon positive et avec une capacité à être sur une ligne de crête. Pour vous, il a réussi son voyage aux États-Unis? Il a réussi ce voyage? Je crois incontestablement. Il a incontestablement réussi tout ce périple, que ce soit aux États-Unis ou à Cuba. Il n'y a pas eu, je ne crois pas, il n'y a pas eu de faute de langage ou de discours, quelque chose notamment que les médias alors à Cuba, on lui a quand même un petit peu reproché d'avoir été complaisant, de peut-être pas avoir été très... Comme l'a dit Joseph tout à l'heure, je crois que la ligne de l'Église à Cuba, d'une manière générale, depuis maintenant que les réformes ont commencé à se mettre en place, c'est d'être en
parallèle du pouvoir. C'est de Donc, base frontale, voilà. effectivement. Donc il était dans la ligne de son église, dans un pays. Et il leur a demandé de se réconcilier entre eux. Il parlait beaucoup de réconciliation quand même des Cubains entre eux et puis des Cubains avec le monde, avec le reste du monde. Mais... Comment on peut qualifier son pontificat? Ça fait 2 ans à peu près qu'il est à la manœuvre, si vous me passez l'expression. Comment on peut le qualifier, ce pontificat? Est-ce que déjà, il annonce d'autres grandes réussites à l'image de ce rapprochement entre Cuba et les États-Unis? Par exemple, il a apporté son soutien à l'accord nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances. Il a effectivement appelé à un monde sans nucléaire. Donc il sait effectivement prendre des positions comme ça, de ce type forte, ou au Congrès, quand il dit désolé, mais la peine de mort, c'est pas possible. Bon, il sait effectivement prendre des positions assez catégoriques, mais c'est à l'intérieur d'une vision plus large. Je pense que c'est évidemment trop tôt pour catégoriser son pontificat. Un moment important, ça va être le mois prochain, dans quelques jours, avec à nouveau ce grand événement pour l'Église catholique où au Vatican vont converger des évêques du monde entier, à nouveau pour parler de la famille. Je pense que... Il touche les lignes de fragilité, les lignes de fracture. Il a beaucoup parlé des migrants, par exemple. Moi, j'ai adoré la phrase lorsqu'il a dit, vous savez, dans ce pays, vous ne voulez pas... Il y en a qui ne veulent pas recevoir les migrants. Il restera sans doute comme le pape des migrants, ça c'est sûr. Parce qu'il dit, on pense d'ailleurs à cette image, cette petite fille qui a réussi à dépasser un message. Il se dit, je suis fils de migrant. Voilà, il dit dans ce pays, il faut rappeler que les migrants qui sont arrivés n'étaient pas très gentils avec les indigènes quand même. Donc, et que maintenant, on ne peut pas fermer les portes. Et là aussi, il n'est pas suivi. Il n'est pas suivi. Une partie des catholiques suivent. Regardez les images, on voit les images là, de cette petite fille qui lui c'est le dernier, c'est le... Moi, je crains, que c'est l'espoir, peut-être le dernier espoir, que le catholicisme, encore une fois, ne se perde pas dans l'identitarisme. Dans le repli identitaire. Voilà. C'est le seul. Et on va le voir d'ailleurs, avec la question, en effet, tu as raison, c'est avec la question de la famille. C'est une question absolument essentielle. Et là, l'enjeu est absolument colossal. C'est-à-dire, soit le catholicisme fait comme toutes les autres, c'est-à-dire se met dans le repli identitaire. Si le catholicisme ne peut pas se mettre dans le repli identitaire, parce que étymologiquement, catholicité, ça veut dire l'universel. Donc on ne peut pas, c'est une religion qui ne peut pas se mettre dans le repli identitaire. Et ça, pour le coup, le pape François l'a très bien compris. L'enjeu est absolument colossal. Beaucoup plus, que pour Benoît XVI, et encore plus que pour Jean-Paul II. Alors vraiment, en 2 mots, le mot de la fin pour vous, moi, c'est le pontificat pour l'instant de l'audace personnelle. C'est-à-dire qu'il a réussi sur sa personne à catalyser une capacité d'audace. Et au fond, il va loin, il avance dans l'espoir que le peuple catholique va suivre derrière, en sachant qu'une partie de sa hiérarchie n'est pas d'accord avec lui et qu'une partie de ce peuple n'est pas non plus d'accord avec lui. Donc ça, c'est quand même, il faut avoir cette audace tranquille, formidable, et c'est ce que, au fond, je crois, la population lui reconnaît. Une audace tranquille. N'ayez pas peur. L'audace tranquille. Oui. Audace tranquille, on va garder audace tranquille, on va garder ça, audace tranquille, parce que ça qualifie bien Dilemme, et on va terminer l'émission avec Dilemme qui revient sur le pape. C'est une bonne façon de jeter un dernier coup d'œil à l'actualité de la semaine. Un pape écolo qui appelait vendredi depuis l'ONU à s'attaquer à la pollution de la Terre. Il est même un peu pris dans sa papa mobile. Et puis, voiture et pollution, la transition est facile. Avec l'écran de fumée de cette coccinelle qui cache le flot ininterrompu de réfugiés arrivant en Europe. La crise des réfugiés continue. Et puis également les premières frappes syriennes contre le groupe État islamique en Syrie. Elles ont été annoncées ce dimanche. Autre actualité, Riyad mise en cause, notamment par Téhéran après une gigantesque bousculade pendant le pèlerinage à la Mecque. Bousculade qui a fait plus de 700 morts et 800 blessés. Et enfin, ces élections anticipées aux allures de référendum d'autodétermination, les indépendantistes catalans vont-ils planter la bandérée sur le dos de l'Espagne ? Réponse dans quelques heures. Merci Dilemme et merci à vous 4 d'être venus en ce dimanche débattre de l'actualité. Merci à vous qui nous regardez des 4 coins de la planète. Merci de nous rester fidèles. Retrouvez-nous sur YouTube, sur Facebook, partout où vous le souhaitez. Et surtout dimanche prochain, ici même heure.